Chers collègues, il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Ces mots, vous les connaissez, ils ont été assez répétés. Ce ne sont pas les miens, mais ceux d'Emmanuel Macron, prononcés en 2020, en pleine crise sanitaire. Des mots du président de la République qui, comme pour le reste, n'ont hélas été suivis d'aucun effet. Pourtant, il est vrai que notre pays tient tout entier sur des personnes invisibilisées, trop faiblement rémunérées et trop souvent méprisées. Et ces personnes sont en majorité des femmes car, depuis un quart de siècle, notre pays s'est transformé. Les classes populaires sont désormais majoritairement féminines. Ce sont d'abord et avant tout des femmes qui occupent les services essentiels à notre vie commune. Elles sont plus de 4 millions à occuper ces métiers essentiels. Elles sont 4 millions d'infirmières, aides-soignantes, agentes de services hospitaliers, secrétaires médicales, aides à domicile, agentes d'entretien, professeurs des écoles, enseignantes, AESH, ATSEM, caissières, vendeuses, auxiliaires de vie sociale, aides médico-psychologiques ou encore auxiliaires de puériculture et assistantes maternelles. Nombreuses d'entre elles ont endossé un gilet fluorescent le 17 novembre 2018 sur les ronds-points. 6 ans après le premier acte des Gilets jaunes, elles étaient toujours là samedi dernier pour réclamer justice et partage des richesses, car comme elles le disent, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Elles étaient en première ligne pendant la pandémie, chaleureusement applaudies chaque soir aux fenêtres par des millions de Français. Elles ont été les plus touchées par l'odieuse réforme des retraites à 64 ans, celle que nous avons abrogée ce matin en commission et que nous abrogerons le jeudi 28 novembre, car ce sont elles, les femmes, qui subissent le plus fortement carrière hachée, temps partiel contraint, horaires fragmentés et faibles salaires. Les femmes avaient déjà pâti, plus encore que les hommes, des réformes passées. Elles sont les premières victimes de l'allongement de la durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein, de la diminution des majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants, du passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul de la pension, ou encore du système de décote. Elles seront aussi les plus touchées par les attaques du gouvernement et par celles plus particulièrement de Guillaume Kasbarian, qui souhaite porter à 3 jours le délai de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires prétendument feignants et absentéistes. Une mesure qui touchera en premier lieu les métiers les plus pénibles. Sylvie, longtemps auxiliaire de puériculture à Montpellier, est en colère. Elle le dit, c'est une usure professionnelle importante. La petite enfance, c'est très intéressant mais très dur. Il faut beaucoup porter et se pencher. Le dos et les épaules en souffrent. Alors que les femmes l'éprouvent dans leur chair au quotidien depuis des siècles, la pénibilité de leur travail est invisibilisée et occultée du fait de biais sexistes profondément inscrits dans nos représentations communes. Des stéréotypes sur les emplois qui, parce que perçus comme supposément naturellement féminins et d'autres naturellement masculins, conduisent à banaliser les risques qui leur sont liés et ainsi de minimiser la charge réelle, physique et mentale du travail des uns et des autres. De nombreuses études ont montré que les femmes sont davantage que les hommes affectées par les troubles musculo-squelettiques. Elles sont aussi, plus encore que les hommes, exposées aux risques psychosociaux au travail. Pourtant, dans les représentations sociales traditionnelles qui, depuis plus d'un siècle, ont modelé notre droit du travail, les risques les plus souvent associés au travail laissent largement les femmes de côté. Efforts physiques intenses, exposition au bruit, aux intempéries, aux produits nocifs, sont autant de critères de pénibilité qui concernent majoritairement les hommes. Notre droit oublie les spécificités des conditions du travail féminin, qui sont avant tout autant marquées par la pénibilité physique et mentale, postures contraignantes, gestes répétitifs, fond sonore permanent d'un niveau trop élevé, tâches morcelées, manque d'autonomie et de latitude décisionnelle. Concernant par exemple le port des charges lourdes, les hommes soulèvent majoritairement des objets inanimés, tandis que les femmes, elles, soulèvent en premier lieu des personnes. Ce sont nos malades, nos personnes âgées, nos concitoyens les plus vulnérables. Le critère de port de charges lourdes n'est pas non plus reconnu aux quelques 150 000 caissières qui, chaque jour en France, en scannant nos courses derrière leur caisse, soulèvent en moyenne plus d'1 tonne de produits en 1 heure. Il n'est pas reconnu non plus aux employés de cantine qui portent quotidiennement, à une cadence aussi lourde que répétitive, des kilos de nourriture et marchandises, des tables, des chaises ou encore de la vaisselle dont le poids total dépasse le seuil d'exposition des manipulations manuelles en poids cumulé. Conséquence de ces biais sexistes, les critères reconnus pour déterminer les seuils au-delà desquels l'exposition à certains de ces facteurs de risque emporte l'acquisition de droits au titre d'un compte professionnel de prévention, C2P, susceptible d'être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle ou partir plus tôt à la retraite, sont défavorables aux femmes. Ce constat vaut en particulier pour l'exposition au bruit, dont il est tenu compte dans le secteur de l'industrie, mais pas dans les crèches ou dans les écoles, alors même que les personnels scolaires sont exposés à des niveaux sonores qui dépassent 80 décibels dans les cours de récréation ou dans les classes, particulièrement quand elles sont de plus en plus surchargées pour les enseignants. Dans ces conditions,
Il n'est pas surprenant que les femmes représentent à peine un quart des titulaires d'un C2P, un dispositif qui, de l'aveu même de la Cour des comptes, n'est pas à la hauteur des objectifs qui lui ont été assignés. Le contenu des tableaux de maladies professionnelles est lui aussi révélateur dans la mesure où il a aussi été pensé au masculin sur des critères ouvriéristes pour les secteurs des mines, de la chimie ou du bâtiment et des travaux publics, beaucoup moins pour les secteurs féminisés, du soin ou encore du nettoyage. Il est aussi avéré que la pénibilité des métiers féminisés fait l'objet d'une sous-évaluation, voire dans les cas les plus extrêmes, d'une invisibilisation. Dans les secteurs de la santé et du social, du nettoyage et de l'intérim, du commerce et des industries de l'alimentation, les femmes exercent des métiers et occupent des postes de travail pour lesquels les risques professionnels sont sous-estimés et les politiques de prévention insuffisamment développées. Or, c'est à tort que ces métiers sont perçus comme peu dangereux. Ainsi, les accidents du travail sont plus nombreux dans les activités de services à prédominance féminine, santé, nettoyage, travail temporaire, que dans le secteur du BTP. Et contrairement à une idée reçue, les accidents subis par les femmes sont plus graves que ceux subis par les hommes. J'ajoute, car cela me paraît révélateur d'une réalité que certains refusent de voir, que les accidents du travail touchant les femmes ont augmenté de 41% entre 2001 et 2019, quand les accidents du travail touchant les hommes ont diminué de 27%. Quant aux maladies professionnelles, elles ont connu une hausse significative à hauteur de 159% entre ces 2 années. Et il faut avoir à l'esprit, pour bien appréhender l'ampleur du problème, que beaucoup de maladies à caractère professionnel ne sont pas inscrites dans les tableaux actuellement en vigueur. À la lumière de ces éléments, on peut se demander à quoi tient la sous-évaluation que j'évoquais il y a un instant, sans doute pour une large part au fait que les dangers auxquels les femmes sont confrontées sont moins visibles que ceux auxquels les hommes font face, en supplément des biais sexistes. Elles souffrent davantage de troubles musculo-squelettiques, qui représentent près de 90% des maladies professionnelles déclarées et reconnues par la sécurité sociale, puisqu'elles comptent pour 60% des personnes qui en sont atteintes. Parmi elles, on compte les professionnels de la santé humaine et de l'action sociale ou de la grande distribution, qui doivent composer avec de fortes contraintes physiques ou biomécaniques. Ces problématiques, ces maladies touchent aussi en masse les salariés du secteur du nettoyage, qui doivent composer avec le caractère répétitif des tâches et la pénibilité des postures. Ces mêmes femmes sont surexposées aux risques psychosociaux, favorisés par des facteurs de nature variée, horaires atypiques, perspectives de carrière inexistantes ou faibles, contact avec la souffrance ou la détresse humaine, tensions avec le public, conflits de valeurs, pour ne citer que cela. Là encore, le phénomène se manifeste avec une intensité aiguë dans les secteurs notablement féminisés, celui du soin dans lequel tant les exigences émotionnelles que les contraintes organisationnelles sont fortes, celui du nettoyage dans lequel le manque d'autonomie des travailleurs est patent et l'isolement marqué, ou celui de la grande distribution dans lequel les rapports avec la clientèle peuvent engendrer stress, voire être empreints de violence. Du reste, on le sait, les femmes sont également confrontées à des violences sexuelles et sexistes sur le lieu et dans les relations de travail qui produisent quantité de dommages. Les chiffres sont alarmants. 8 femmes sur 10 considèrent être régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions à caractère sexiste dans le monde du travail, avec des répercussions négatives que l'on sait. Les témoignages que j'ai recueillis me laissent penser que les choses n'ont pas vraiment changé avec le temps. Ce tableau déjà très sombre n'est toutefois pas complet. En effet, les femmes sont exposées à d'autres facteurs de risque mal estimés, mal prévenus, qui sont la cause d'affections physiques ou psychiques mal réparées, aux agents cancérogènes, pour ne prendre qu'un seul exemple, dans les secteurs du soin, du nettoyage en particulier, qui sont responsables du déclenchement de cancers qu'il est très difficile de faire reconnaître comme des maladies professionnelles. Collègues dans les domaines de la prévention des atteintes à la santé au travail et de la compensation de la pénibilité associée aux activités exercées en majorité par des femmes, l'action du gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. La situation a évidemment empiré à la suite des réformes plus injustes les unes que les autres portées depuis 2017. Que les choses soient claires, nous le savons, cette proposition de loi ne réglerait pas tous les problèmes, mais elle met en lumière les difficultés des personnes qui exercent ces métiers essentiels et propose des solutions concrètes pour que soit mieux reconnue et mieux prise en compte l'exposition aux dangers de tous ordres dans les secteurs féminisés. Notre texte propose dans son article 1er d'ajouter à la liste des facteurs de risque professionnel énumérés dans le Code du travail qu'il incombe à l'employeur de prévenir les facteurs liés à des contraintes émotionnelles fortes que certaines activités, dont les contours seraient tracés par la loi, sont susceptibles d'engendrer. Parce qu'il ne serait ni juste ni pertinent de faire évoluer la législation au seul bénéfice des salariés de la sphère privée, l'article 2 intègre les emplois dont l'exercice implique des contraintes émotionnelles fortes au classement des emplois de la fonction publique, relevant de la catégorie active, de façon à ce que leurs titulaires soient autorisés, eux aussi, à liquider par anticipation leur pension de retraite. Enfin, le 3e article soumet l'employeur à l'obligation de déclarer l'exposition des travailleurs à ces facteurs de risque, ainsi qu'aux 4 facteurs de risque supprimés par Emmanuel Macron en 2017 avec les ordonnances Pénicaud, les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux,
de sorte qu'ils acquièrent des droits au titre de ce dispositif et puissent en faire usage aux fins, entre autres, de partir plus tôt à la retraite. Cet article apporte également quelques retouches à la définition des facteurs de pénibilité en vigueur à ce jour pour mieux prendre en compte les métiers majoritairement exercés par les femmes, notamment pour le bruit, le port de charge et l'exposition aux produits toxiques. Je forme donc le vœu que ce texte soit largement voté, car le contraire porterait préjudice à plus de 4 millions de personnes. Qu'il soit voté pour les 600 000 aides à domicile qui prennent soin de nos parents et de nos grands-parents. Qu'il soit voté pour les assistantes maternelles, dont 15% sont à la tête de familles monoparentales et 30% à temps partiel. 61% d'entre elles ne s'arrêtent même pas lorsqu'elles sont malades, par peur de perdre leur contrat. Qu'il soit voté pour les infirmières, car leur charge de travail a doublé en 10 ans et leur espérance de vie est réduite. Elle est de 7 ans inférieure au reste des femmes. 20% des infirmières arrivent à la retraite avec une invalidité. Que ce texte soit voté pour les 436 000 AESH qui subissent le temps partiel et gagnent 900 € net par mois en moyenne. Qu'il soit voté pour les 50 000 ATSEM de notre pays, pour les aides-soignantes, pour les ASH dans nos hôpitaux, pour les agentes d'entretien, coiffeuses, esthéticiennes qui sont exposées aux produits cancérigènes, pour les professionnels de la petite enfance, pour les vendeuses, caissières, pour les professeurs des écoles et les enseignantes. Que cette loi soit votée pour toutes ces femmes. Merci.